Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Mawa Bakayoko, qui est chroniqueuse, blogueuse, écrivaine, romancière. Elle est éprise follement de son continent, qu'elle souhaite, avec sa plume, faire avancer les choses. Après une décennie passée dans l'enseignement, elle a embrassé une carrière de romancière avec, à son actif, 11 œuvres, pas de moins. C'est justement en sa qualité d'autrice que nous allons la recevoir et tenter d'apprendre à mieux la connaître à travers ses inspirations et ses aspirations. Madame Bakayoko, bonjour. Bonjour, Monsieur Ouflélé. Donc, j'espère que la description elle est succincte, mais j'espère que cette description est correcte. Oui, elle est correcte, sauf que Mawa S. Bakayoko. Mawa S. Bakayoko. Je tiens à ce S-là. C'est ce qui oui, fait tout le nom d'écrivain. Autant pour moi. Autant pour moi. Alors, ma première question, Madame Bakayoko. Ben, certainement, on a l'écriture, on en rêve tous, hein, on en rêve tous, surtout quand on est grand lecteur. Quand on lit, on aime lire beaucoup, on se dit forcément au détour d'une lecture, on se dit mais je pourrais réécrire la même histoire ou alors raconter la mienne. Certainement que c'était enfoui en moi. Et je me dis avec l'écriture, avec mes études en lettres modernes, on s'est dit forcément on peut franchir le pas également. On étudie ces œuvres-là, mais on peut également passer de l'autre côté de la vitre. Certainement, je n'en doute pas. Je ne l'ai peut-être pas formulé en son temps, mais je pense que c'est un rêve enfoui en moi. D'accord. Vous savez, Madame Bakayoko, côtoyer de grands auteurs comme Ampateba et Amadou Kourouma. Ont-ils eu un impact sur votre vocation d'auteur? Indéniablement. Indéniablement, ce sont des dévanciers. J'ai je dirais cet attachement à ceux-là, mais également on partage cette langue-là que j'utilise également, la langue du Mandé, le Malinké. On est tous sortis, je dirais, de se creuser, même si Ampateba il est plus Peul que Mandé. Alors je me dis certainement qu'ils ont dû je dirais, murmurer à mon oreille. C'est des auteurs que j'adore particulièrement, que j'ai lus. Et pour la petite histoire, Ampateba, je l'ai également côtoyé. Je l'ai côtoyé, j'ai connu sa fille, c'est par sa fille que je l'ai rencontrée, on était du même quartier. Et j'ai mon frère qui l'avait également pour maître. Donc, du coup, je me dis quelque part, on dirait dans notre époque, ils ont impacté ma vie également. Et certainement qu'ils ont sémé les graines de cette écriture-là aussi en moi. D'accord, d'accord. Parce qu'effectivement, surtout pour nous, jeunes, quand on voit Amadou Ampateba, nous pensons maintenant à une personne, voilà, presque, j'ai envie de dire, d'un autre siècle, et du coup, d'avoir, finalement, il n'est pas si vieux que ça, puisque vous, Madame Bakayoko, vous l'avez côtoyé. Et ma question, c'est qu'est-ce que vous retenez, en fait, de ces moments où vous avez pu côtoyer Ampateba? C'est vraiment hors de l'écriture, hein. Je dirais cette humilité qui le caractérisait. C'est-à-dire que quand on voit un tel monument et
donner ce savoir-là, donner son enseignement comme s'il n'en avait pas l'air, ça vous reste forcément. Parce que il était à l'image de nos vieux. C'est ainsi qu'il donnait le savoir. Nous n'avions pas le maître en haut, l'élève en bas, assis sur une table et puis l'autre sur l'estrade, mais on était pratiquement, je dirais, assis de manière horizontale et puis il distillait son savoir. C'est la méthode qu'on retient parfois. On se dit, oh, un sommet, quelqu'un qui a autant de savoir dans la tête et qui ne porte pas les habits, je dirais, de l'orgueil. C'est cette humilité-là qui frappe quand on finit d'échanger avec Fatima. Et ça, vraiment, je vous l'avoue que ça me reste là. Et Amadou Kourouma. Amadou Kourouma, je l'ai lu bien avant de... Je ne l'ai pas connu particulièrement lui-même, mais j'ai eu la chance de rencontrer son épouse à la faveur d'un colloque organisé par l'Université d'Abidjan-Cocody, justement sur une thématique concernant son œuvre. Et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de rencontrer son épouse. Et je m'émerveillais des mots qu'elle sortait vis-à-vis de ceux qui décortiquaient l'œuvre de son époux. Et ça a rajouté quelque chose, je dirais, à mon attachement à Amadou Kourouma. J'avais eu cette chance-là de la côtoyer, de voir un peu l'émerveillement dans ses yeux. Et puis, dans ses yeux, je revoyais l'homme que je n'avais pas effectivement côtoyé, mais que je peux dire que je côtoyais à travers ses œuvres. Et tout cela a renforcé encore mon admiration pour ces grands-là qui sont passés dans la littérature. Merci de nous partager ces moments-là. Ces moments que vous avez pu passer avec ces deux grands auteurs. Oui. Pour revenir à vous, Madame Adélko, y a-t-il des situations ou des états d'âme qui favorisent plus que d'autres votre inspiration? Je le rappelle, vous êtes un auteur prolixe. J'ai eu l'occasion de voir tous les livres que vous avez pu écrire et il y en a beaucoup. Ma question, y a-t-il donc, je répète, des situations, des états d'âme qui favorisent plus que d'autres votre inspiration? Oui, effectivement. D'abord, il faut dire que l'écriture m'est venue en exil lorsque j'ai accompagné mon époux dans ses fonctions. Il est dit parfois que l'écriture naît de l'exil, de l'éloignement, je dirais même de la mélancolie. Du coup, moins loin de la mère patrie, ça titillait cette envie-là. C'est vrai qu'il y a eu des faits un peu plus factuels, mais en général, loin de la mère patrie, on a envie de se rapprocher d'une manière ou d'une autre. Et moi, la manière pour moi que j'ai trouvé pour me rapprocher, c'était l'écriture. Je me dis que l'inspiration vous prend plus en ces moments-là. Ça vous donne quelque chose. Et là, à force de penser, de revivre tout ce que vous avez vécu en Afrique et de pouvoir le transposer dans des écrits, c'est des moments aussi forts. C'est des moments forts. Et puis, certains des événements qui vous auront vraiment secoué et que vous voulez réécrire quelque chose sur ces événements-là, c'est des moments assez exceptionnels par rapport à des petites histoires, des petites nouvelles que vous allez écrire, soit qui vous ont été rapportées de manière, je dirais, en deux causeries. Mais ces moments-là sont quand même sont ordinaires, sont inordinaires, un griffe extraordinaire, je dirais. Donc, il y a des moments un peu plus forts. Comment votre vie, comment votre vie a-t-elle changé en écrivant? L'écriture, forcément, ça change. Ça change parce que vous livrez une partie de vous-même, quoi qu'on dise. On dira, on ne veut pas, parce que je le dis à certains qui veulent me demander comment on écrit, comment passer le pas de l'écriture. Je dis je dirais le grand problème, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes prêts à nous livrer? Parce que forcément, on se retrouve derrière nos écrits. Il y a des éléments qu'on laisse
on laisse éparse comme ça dans les écrits, du coup, les gens arrivent à lire en vous. Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir au monde? Parfois, il y a certains lisant certaines de vos écrits diront que mais elle a l'esprit tordu, cette femme. Du coup, est-ce qu'on est prêt à s'ouvrir réellement? Donc, forcément, ça change. Ça change parce qu'on se rend compte que en griffe, on est à nu là. Les gens nous disent forcément comme un livre ouvert. C'est vrai que c'est des personnages imaginaires, c'est clair, c'est imaginaire, mais ça sort de quelque part. Il y a d'un être qui existe vraiment. Et donc, cela, ça change quand même l'homme. Parce que quand vous êtes là, vous dites forcément, hein, quel est le regard que les gens portent sur moi, moi en tant que Mawa, pas en tant que Mawa S. Bakayoko, est-ce que mes écrits n'influencent pas le regard sur moi? Et forcément, moi également, ça influence mon regard sur la société. Parce que je suis assez curieuse. Ça, c'est un défaut que les gens, c'est un défaut que les gens me reprochent. Je suis très curieuse. Donc, du coup, quand j'ai envie de connaître quelque chose, je vais poser 1001 questions. Donc, tout le monde, parfois, se demande, est-ce que c'est pas si moi, j'avais écrit cette fois-ci? Non, ça change, ça change. On est différents quand même. On se dit on a peut-être une mission vis-à-vis de cette société-là. Parce qu'on s'est dit, forcément, ces écrits, ça doit impacter la société. Ça doit permettre à la société de se regarder dans un miroir, de se regarder à travers ses écrits et puis de booster la société, d'apporter un élément nouveau à la société. Forcément, on n'est pas pareil quand on écrit et quand on n'écrit pas. D'accord. Alors, je vous dis à l'entame de cet entretien que vous souhaitez avec votre plume faire avancer les choses pour ce continent dont vous êtes écrivain. Et or, pour cela, il faut de l'engagement. On parle de littérature engagée quand l'écrivain, notamment, prend activement part à la vie sociale, politique ou religieuse de son temps, en mettant en œuvre au service d'une cause. Vous, particulièrement, est-ce que vous considérez comme un auteur engagé et laquelle de vos œuvres a fait plus que d'autres l'objet d'un engagement et pourquoi? Mais à la réalité, tout est engagement dans la vie. Tout est engagement. Rien ne se fait sans engagement. Même se lever, aller à son commerce, c'est un engagement. Aller à l'école, c'est un engagement. Apprendre à lire, à écrire, c'est un engagement. Décider de devenir professeur, c'est un engagement. Alors, toute chose se fait avec un engagement. Rien ne se fait sans engagement. Et je m'estime engagée dans ce que je fais. Engagée parce que j'ai déjà en moi cette envie de partage. Cette envie de partage, du coup, moi, tous les matins, depuis au moins une dizaine d'années, j'écris quelque chose sur une de mes pages, ma page Facebook, parce que j'ai envie de partager une certaine réflexion avec ceux qui partagent ma communauté. En écrivant mes œuvres, je me dis forcément, c'est vrai, toutes les œuvres ont leur part d'engagement. Et cette part d'engagement, pour moi, est liée justement à mon continent. C'est lié, je me dis, à chacun à son niveau, quelle que soit la méthode utilisée, peuvent s'engager pour le continent. Moi, je m'engage pour mon continent. Quand je parle de mots comme l'immigration clandestine, quand je parle de faillite éducationnelle, c'est un engagement vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de la société. Dire que chacun peut apporter quelque chose. Et moi, mon engagement, c'est avec la plume. Et j'estime que tout écrivain est engagé. Ça dépend de la forme d'engagement que ça prend selon les points de vue, pour des engagements politiques, économiques, mais moi, je suis engagée dans le livre. Et quand je parle de rébellion de Zantiri, c'est une œuvre absolument imaginaire, mais que j'ai voulu implanter dans le contexte sociologique que la Côte d'Ivoire a connu. Cette rébellion traversée par la Côte d'Ivoire en 2002, c'est une forme d'engagement qui dit, voilà mon regard vis-à-vis de cette rébellion-là. En conclusion, le danger, c'est de prendre une arme à feu. On ne s'en sort jamais sans dégâts. C'est une forme d'engagement. Quand je parle d'excision dans mon œuvre Mulaoté, et je dis, ma mère, elle l'avait voulu parce que c'était son regard sur la culture qu'elle avait reçue. Et que pour elle, la meilleure des cultures, c'est celle-là dont l'excision faisait partie. Puisque à la base, elle le savait. On l'a su après. Elle l'a dit.
L'excision, c'était d'enlever une fille dans une classe de filles pour la faire passer dans une classe de femmes. Mais aujourd'hui, on vous dira que faire passer une femme dans une classe de femmes, c'est d'avoir un bac+5. C'est d'avoir un master. Les données ont changé, mais les valeurs restent. Comme je le dis, le véhicule change, mais les valeurs demeurent. Et ma mère l'a compris, puisque c'est elle qui exigeait que nous partions à l'école. Elle et mon père, elle qui n'était pas allée à l'école, l'analphabète éclairé. Et mais qu'elle décide qu'on fasse l'excision, parce que ça, elle y tenait. Elle n'allait pas être le maillon faible de sa culture. C'était un engagement de sa part. Mais le monde aura bien changé et maman l'aura compris. Elle l'a dit à la fin, je lui ai dit à la fin de l'heure, mes petites filles ne seront pas excisées. C'est également un engagement. Il faut dire que je suis pour ma culture. Mais comme les peaux mortes, je dirais la culture négative est amenée à disparaître. Dans l'excision, c'est également une forme d'engagement. Je suis engagée pour ma culture, ça je le tiens de ma mère, je le tiens de mes pères, mais je l'ai moi-même incorporé à moi parce que j'ai vu les éléments essentiels pour nous pour aller à la conquête du monde avec ces valeurs-là que drainent nos cultures. Donc, c'est également une forme d'engagement. Je suis engagée dans toutes mes œuvres. Absolument, on ne saurait en douter. Effectivement, donc, celui-ci, hein, la rébellion des Antilles. Et puis, ça tombe bien, vous avez abordé justement à propos de l'immigration. J'avais justement vous poser une question par rapport à cela. À propos de l'engagement, pouvez-vous nous parler donc, de ce lutte contre l'immigration clandestine que vous menez et quel est votre regard, Madame Française, ou votre sentiment sur ce qui s'est passé récemment en Tunisie? Alors, mon regard sur cette immigration, je tenais déjà à remercier l'UNESCO qui m'a fait, il y a pratiquement un mois, qui m'a nommé ambassadeur pour la culture de la paix de la chaire de l'UNESCO. Justement, on parlait tout à l'heure, mais voilà. Justement, à mon retour du Toungan, le Toungan qui veut dire l'ailleurs, qui veut dire l'aventure en malinké. De retour de Toungan, j'ai décidé d'en parler quand même aux enfants d'Afrique. Et donc, chaque année, je fais ce que j'appelle ma caravane. Je vais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Je vais de ville en ville. Chaque année, je visite au moins 5 à 6 villes. Cette année, pour des raisons de calendrier, je n'ai fait que 2 villes. J'ai fait Yamoussoukro et Toumoudi. L'année dernière, je fais Daloa. Alors, je pars vers ces enfants pour leur parler d'immigration. Mais déjà, il faut dire que l'immigration, c'est quelque chose de naturel, de normal. De tout temps, les gens immigrés. C'est la loi de la nature. Mes parents sont certes, ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas nés à Abidjan, ils ont migré, ils ont quitté le nord, ils sont venus vers le sud. On va vers le mieux-être, on va à la recherche de fortune, on va à la recherche de certains éléments qui nous permettent de changer notre vie, d'améliorer nos conditions de vie, ce qui est absolument normal. Et jusqu'à la fin des temps, ça va exister. Mais quand on met à côté d'immigration clandestine, là, il y a un autre débat qui commence. Et cette immigration clandestine, je l'ai découverte comme ça dans le détour des fonctions de mon mari à Riyad. Et donc, vu ces drames-là, certaines personnes avec qui j'ai partagé ces moments de drame, de grande souffrance, ont créé en moi ce déclic-là. Je vais dire aux uns aux autres, on vaut mieux que ça. On vaut mieux que ça. D'autant plus que quand je me suis engagée, j'en ai fait jusqu'à 3. J'ai fait une trilogie. Toungan tome 1, Toungan tome 2, Toungan tome 3. Alors, des recueils de nouvelles pour parler, comme je le disais, j'ai amassé dans ma besace ces vies déchiquetées, ces vies qui promettaient, mais arrivaient devant un système qui les rejetait. Et donc, ce système-là n'en voulait pas. Et du coup, il faut remettre en cause absolument le système en lui-même. Parce que ceux qui partent, certains, ils disent, on va à la recherche du bien-être. Mais le bien-être ici, au point de départ, en Côte d'Ivoire, comment comprendre que quelqu'un avec 2 millions se dit qu'il va chercher un bien-être et il se retrouve en train de mourir dans la Méditerranée. Et pourtant, qu'il dit va chercher un bien-être. Alors, vous partez de manière clandestine. Du coup, quand vous arrivez là-bas,
c'est des souffrances en n'en point fini. Moi, je commençais mon immigration du côté du monde arabe. On a fait l'Arabie Saoudite, on a fait l'Égypte. Et donc, du coup, il y a des drames, je dirais, innommables. Innommables parce que de ce côté du monde, il y a un souci avec les droits de l'homme. Et donc, du coup, c'est violent. L'immigration clandestine là-bas, c'est très violent. Et je crois qu'avec l'exemple de Kais Saïd, du président tunisien, nous avons l'exemple du traitement qu'on donne à nos frères de l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment l'exemple typique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la Tunisie. Mais en 2020, l'Algérie nous a jeté 23 000 migrants subsahariens à Samaka, dans le désert du Niger. Et ça, on n'en a pas trop parlé. 20 000 migrants. Des rafles opérées en plein Alger. On les jette pratiquement à 1000 km d'Alger après avoir été bastonnés, certains qui ont perdu la jambe, certains le bras et tout ça, et on les a jetés manu militari aux frontières du Niger. C'est coutumier de l'Afrique du Nord, parce que ils ont, comme on le dit, un problème avec la géographie. L'Afrique du Nord, c'est en Afrique, c'est pas quelque part d'autre. Et il ne fait que il ne fait que ressortir, en fait, leur ras-le-bol. Chose qu'on peut comprendre. Chose qu'on peut comprendre parce qu'à un moment donné, il faut quand même mettre tout ça dans la balance. À un moment donné, ils se retrouvent débordés, ils se trouvent un peu envahis. C'est en cela, je dis, la solution à l'immigration clandestine, c'est une solution globale. Il faut que chaque chef d'État arrive à canaliser son peuple. Il faut que chaque pays se dise que si j'ai trop plein de jeunes, c'est à moi de créer les conditions pour qu'ils restent. Aujourd'hui, c'est la question. Il faut que chacun arrive à canaliser. Parce que même certains pays, aujourd'hui, même subsahariens, également ont leur lot d'immigrés. Il y a un lot d'immigrés déversés. Par solidarité, je dirais, africaine, on n'en parle pas. Mais eux, ils le font de la mauvaise manière en jetant nos frères sur les routes. Après les prisons libyennes et autres, aujourd'hui, c'est le président tunisien. On me dit que sa pensée a dépassé, c'est moi qui dépassé sa pensée. Je dis, il n'y a jamais de lapsus irréfléchi. Il y a forcément, ton être répond à quelque chose que tu as enfoui en toi. C'est dramatique, mais aujourd'hui, la réalité, il faut que nous-mêmes, Africains, on se dit, il y a quelque chose à faire pour éviter tous ces drames. 23 000 migrants jetés en 2020 à Samaka. Ça, jusqu'à présent, on continue de soigner ces mots-là. Alors, vous l'avez dit, vous avez été nommé ambassadeur de la CERF de l'UNESCO pour la culture et la paix. Et j'allais vous demander, c'était vaste, alors là, vous l'avez abordé, une de vos combats, donc l'immigration. Mais là, on a la culture, la paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ce rôle d'ambassadeur, en quoi consiste-t-il? En fait, à la base, moi, j'ai été primée justement pour mon combat contre l'immigration clandestine. Et donc, c'est encore de vrai plus dans ce pourquoi j'ai été distinguée. C'est encore d'accompagner tous les projets qui vont dans ce sens-là. Pour dire, j'ai reçu ce titre, mais c'est pas pour croiser les bras. C'est continuer justement à œuvrer, à ouvrir encore ces chemins-là pour dire aux uns aux autres, voilà mon regard sur l'immigration clandestine, voilà ce que j'apporte comme solution, voilà comment je compte m'y prendre pour aider et l'Afrique et toutes les nations confrontées à cela à résoudre le problème. À la réalité, c'est vraiment ce rôle-là. Et puis, certainement qu'ils vont, parce qu'on doit les rencontrer encore et qu'ils vont encore nous donner d'autres précisions. Mais déjà, ce que je sais, c'est de vrai, ça me demande encore de faire dire aux gens qu'ils avaient eu raison de me donner cette distinction-là, parce que ce combat-là, je le faisais pas de manière ponctuelle ou sporadique, mais c'est dans la durée que
ils vont comprendre que j'étais vraiment engagée. Et je le suis depuis plus de 15 ans. À propos de l'engagement aussi, alors le féminisme, le féminisme, c'est-à-dire que il y a l'écrivaine sénégalaise Idaï Satoukane qui dit à propos du féminisme, elle dit le féminisme n'est pas une considération d'un autre âge. Qu'en pensez-vous en tant que femme africaine et en tant que femme tout simplement? Voilà. Moi, je transpose généralement le mot féministe par humaniste. C'est comme ça que je transpose. Je transpose ce mot-là par humanisme pour dire qu'à la réalité, les droits de la femme, c'est les droits des humains. Et malheureusement, à un certain moment donné, on n'a pas compris cette force-là de la gente féminine dans le développement de la nation, mais également du monde. L'autre moitié, je n'aime pas trop cette opposition, comme s'il y avait une opposition. Non, je suis pas je suis pas pour ça. Je préfère mettre le mot humanisme pour dire que si vous aidez les femmes à obtenir leurs droits, vous aidez à l'humanité, vous aidez également l'humanité à avoir un mieux-être, à mieux s'en sortir, parce que tout simplement, c'est l'autre moitié de la population. Et donc, en termes d'humanité, c'est normal que les femmes disent on a des droits qui n'ont pas été octroyés par négligence ou alors par suprématie de certaines personnes, certains hommes. Mais aujourd'hui, on est à même de les revendiquer, donnez-nous ces droits-là, et vous verrez que l'humanité se portera mieux. Donc, en termes d'humanité, c'est tout à fait normal qu'on combatte pour nos droits. D'accord. Très bien. Madame Bakaïko, nous, c'est Étibla, donc la maison d'édition, notre librairie, nous accordons une grande importance, à défaut d'auteurs d'expression africaine, nous accordons une grande importance aux auteurs d'expression étrangère, mais, ce qui est votre cas, mais de pensée africaine. Euh, Quel est l'apport de votre culture à votre écriture? Je dirais que l'apport de ma culture est essentiel. Moi, je le dis parfois, hein, il y a des mots, il y a des phrases, toute une histoire que je réfléchis parfois dans ma langue et je suis obligée de transcrire. C'est-à-dire, je cherche, souvent, j'ai du mal à retrouver certaines expressions de ma langue en français. C'est pas le contraire, c'est plutôt dans ma langue, parce que c'est dans ça que j'ai grandi, j'ai baigné dans ça. Et donc, je disais, mon mari et moi, on échangeait comme ça. Il y a une expression dans ma langue, on dit Soroka Fara. En fait, Soroka, quand on le dit textuellement, c'est pour désigner les eaux et forêts, les gardes des eaux et forêts. Or, tel que c'est écrit, c'est dit dans ma langue, ne tue pas l'animal. Mais on peut pas, ça ne donne pas la même expression en français. C'est une richesse incommensurable de pouvoir avoir je dirais, ces éléments-là. Ça nous permet d'enrichir le texte. C'est essentiel je dirais, pour la créativité. En tout cas, pour moi. Pour moi, vous verrez la transpiration culturelle dans toutes mes œuvres, sous le jour d'un Dangadé. Dangadé qui veut dire l'enfant maudit. La rébellion des Antilles. Les Antilles, c'est vraiment la cosmogonie mandée. Quand tu manges le Moussa Tabali, le roi qui ne voulait rien devoir à personne. En fait, la culture est vraiment partie prenante dans mon œuvre. Ça contribue à ma créativité, c'est essentiel. Je le dis, je n'écrirai pas comme un Molière, mais plutôt comme Mawa Bakayoko, femme du nord de la Côte d'Ivoire. Et ça, je me dis, c'est ce qui fait Mawa. Très bien, très bien. Envisageriez-vous, Madame Mawa, d'écrire un livre d'expression et de pensée africaine? Si je voudrais bien l'écrire, si je veux l'écrire, si j'ai là un projet,
Quelle est la question? Si je l'ai en projet? Vous l'avez en projet. Oui, pourquoi pas? Oui, on en a parlé souvent avec des amis et à maintes reprises, je me dis que forcément, ça va peut-être se faire. Ça va peut-être se faire. C'est pas exclu. C'est pas exclu et je me dis que pour les générations futures, c'est des éléments qu'il faille laisser pour leur permettre, je dirais également, de prendre pied dans la culture. C'est pas exclu, vraiment. On en parle souvent, les miens et moi, on en parle souvent. D'autant plus que, euh, justement, il y a les futures générations, souvent au niveau du vocabulaire, il y a des mots qui se perdent. Il y a des mots qui se perdent, et donc, effectivement, pour des auteurs comme vous qui maîtrisez nos langues, je pense que d'écrire également, ça permet un peu comme une conservation pour la future. Donc, effectivement, ça, moi, je vous y encourage et je sais que vous avez... Effectivement, il y a beaucoup de mots qui se perdent. Moi, parfois, je suis nostalgique de certains proverbes que je changeais avec ma mère. Ma mère et mon père, ils étaient très proverbes. Là, à chaque détour de phrase, il y avait un proverbe. Il y avait toujours des proverbes à propos. Et ça, ils en renaissaient des rayons. Je ne dis pas un rayon, mais des rayons. Et donc, parfois, je me dis à mes enfants, ils n'ont pas profité. J'essaie au maximum de transmettre. Je me dis forcément, tout ne doit pas disparaître. Ça peut rester. C'est à nous de le mettre maintenant par écrit. Il y a, j'ai compté donc à ce jour, en tout cas, sauf erreur de ma part, donc il y a 11 livres, 11 livres. Alors, donc, certains sont il y a des trilogies, hein, comme ça. Est-ce que parmi tous ces livres, est-ce qu'il y en a un que qui vous a le plus, où vous êtes, comment dire ça? Est-ce qu'il y en a un, peut-être que vous aimez plus que d'autres? C'est compliqué, ça, c'est que je dis là, parce que, en tant qu'auteur, vous aimez tout vos ouvrages, bien évidemment. Tout à fait. Alors, la question revient souvent, hein, de me demander quel est le livre avec lequel j'ai plus d'attachement. La première réponse, ce serait de dire le premier. Parce que quand même, ce premier pas-là, on s'est dit forcément, il y a un lien. Mais tout à l'heure, vous avez posé une question, les circonstances de la création de chaque livre, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel? Oui, il y a des moments, souvent on n'arrive pas à se peser, on n'arrive pas à vraiment faire la différence parce qu'il y a des événements qui font que vous écrivez un livre qui vous, je dirais par exemple, en Mulaoté, c'est une œuvre où je réveille ma mère de sa tombe, je réveille tout ce monde-là et puis je viens m'asseoir pour encore parler d'eux. Il y a également La Rébellion des Antilles, ça a été ma première œuvre, assez de larmes pour saluer ce premier bébé-là. Il y a également Chronique étrange d'Afrique qui marquait mon retour en Afrique après tous ces pays avec mon mari à l'étranger. Il y a également les Tungans, parce qu'il y a certains personnages des Tungans que j'ai connus moi-même et qui sont encore là-bas dans leur souffrance, qui n'ont toujours pas les papiers aux États-Unis ou autres. Donc, du coup, chaque livre garde cette émotion-là. Chaque livre a cette émotion particulière. Quand j'écrivais également La Rébellion des Antigues, on a tous connu ces moments difficiles là pendant cette rébellion et tout ça. Quand j'écrivais Sous le joug d'un dangadé, que les gens adorent parce que je connaissais des tantes et autres qui subissaient les affres de leurs fils, de leurs dangadés de fils. Donc vraiment, chaque livre a sa particularité et je ne saurais vraiment désigner celui que j'aime plus, vraiment. Normal, je comprends tout à fait. Y a-t-il dans votre cheminement d'auteur un moment qui a été marquant, particulièrement marquant? Oui. Quand j'ai commencé à écrire, je suis revenue à Abidjan. Là, mon mari et moi, on était à New York. Quand je suis venue, c'était ma première dédicace en Côte d'Ivoire. Et ce jour de la dédicace, ma mère était toujours vivante. Elle est venue à ma dédicace. Ma mère, toute analphabète qu'elle était. J'en parle encore de l'émotion dans la gorge. La voir dans cette salle-là,
voir que tout ce monde est venu pour sa fille qui écrit et qui lit, c'est un moment assez fort qui me reste encore. Parce qu'elle tenait à ce qu'on parte à l'école. Elle n'y était pas allée pour les raisons d'ailleurs que j'explique dans le livre, mais elle adorait l'école, elle aimait l'école. Elle tenait à ce qu'on parte, elle nous accompagnait, même les jours des examens, ma mère était présente. Et des années plus tard, moi, sa fille, qui écrit, je dirais, le livre des Blancs, et puis elle est assise dans la salle en train d'assister à cette dédicace-là. C'est un moment assez fort qui me reste. D'accord. Alors, euh, l'art. Aimez-vous d'autres? Alors, l'écriture, c'est aussi un art, mais aimez-vous d'autres arts comme la peinture, la sculpture? J'ai pas bien compris. Et est-ce que vous avez un art, d'autres arts, que je considérais l'écriture aussi comme étant aussi un art, et je vous demandais, est-ce que y a-t-il d'autres arts que vous appréciez? La peinture, la sculpture et autres. Ah, bon, peut-être on va rajouter la cuisine. La cuisine, oui, tout à fait. On va rajouter peut-être la cuisine que j'aime particulièrement. Je me dis également, parfois avec les compositions et autres, c'est également l'expression d'un certain génie. Hein. C'est vraiment l'expression d'un génie. La créativité, d'abord, vous avez les recettes de vos mères, mais que vous améliorez, que vous essayez d'apporter quelque chose d'autre. C'est une forme également d'expression artistique. Vous avez raison de le rappeler. Vous, vous avez tout à fait raison. La cuisine, c'est un art, absolument. Autant pour moi. Je vais vous inviter avoir un petit jeu. Euh, C'est-à-dire que je vous donne un mot et, et vous me donnez son contraire. En fait, l'idée étant de démontrer par le constat que la conception du réel varie en fonction des personnes, notamment. Et la première question, enfin le premier mot que je vais vous proposer, c'est la vie. Vous me donnez le contraire. En un mot, hein, si possible, en un mot. La vie. La vie, le contraire de la vie, de donner le contraire. Tout à fait. Le contraire, c'est l'amour. Ouais. Mais en même temps, c'est pas le contraire, c'est deux faces d'une même pièce. C'est deux faces d'une même pièce. Quand on vit, c'est également une sorte de mort. Mais quand on meurt, c'est une sorte de vie parce que vous vivez toujours dans l'esprit des uns et des autres. Donc, vie et mort sont les deux faces d'une même pièce. D'accord. D'accord. OK. Sagesse. OK. Alors, je pourrais dire pour sagesse, c'est longévité. D'accord. Longévité. La naissance. Je dirais jour. Jour. D'accord. Je dirais La, jour. d'accord. La réincarnation. Oh. La réincarnation. Une autre vie, une vie. La réincarnation, c'est une vie. D'accord. Le Mhm. vent. Le vent. Le vent. Le vent comme l'air. Tout à fait. OK. Inspiration. D'accord. Ah, je n'arrive pas à... Ah, ça serait le contraire. Hein? Tout à fait. Le contraire, ça serait la chaleur. Ça serait la chaleur. Ça serait le chaos. Mhm. Mhm. Ce D'accord. serait le chaos. Mhm. Très bien. Très bien.
Est-ce que vous trouvez que cet exercice est plus ou moins difficile? Non, c'est pas difficile. C'est le mot que je ne percevais pas. Et puis, je trouvais pas, effectivement, j'hésitais. Est-ce vous demandiez le contraire ou un synonyme? Le contraire, le contraire. Voilà. Donc, ça fait que les autres, là, c'est pas le contraire que j'ai donné, c'est des synonymes que j'ai donnés. Or, c'est le contraire que vous demandez. Mais, mais de toutes les façons, justement, et surtout venant d'une africaine, c'est tout à fait normal aussi, parce que dans la pensée africaine, on ne conçoit pas en termes d'antagonisme. Oui. C'est ça. Donc, en fait, je vous ai invité à faire ce jeu-là, mais au Oui. fond, c'est normal. C'est normal parce que la pensée africaine voilà, ne fonctionne pas en termes d'antagonisme. Oui. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous demandais finalement, est-ce que Oui. il vient Il de y a là? du vrai. Oui, il y a du vrai. Voilà. Il y a du vrai, en fait. Ça confirme que vous êtes une Africaine bien ancrée dans sa culture. C'est ça. Comme on le dit, quand ça chauffe, ça refroidit. Exactement, exactement. Alors, Madame Mawa, de manière générale, êtes-vous inquiet pour l'avenir de l'humanité? Je suis optimiste par nature. Je suis très optimiste. Je me dis, les générations vont passer, mais comme le dirait ma mère, les enfants d'aujourd'hui sont gâtés. Moi aussi, je dis ça à mes enfants. Ah, les enfants d'aujourd'hui, c'est pas facile. Mais c'est cela l'évolution de l'humanité. Chacun avec ses défauts, chacun avec ses problèmes. Les problèmes d'hier ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui, mais les problèmes d'aujourd'hui sont également les problèmes de leur temps. Chaque génération aura ses soucis, chaque génération aura également ses joies et ses bonheurs. C'est pas là, certains disent, ah, mais c'est la fin du monde. Je dis, ah, mais depuis moi, mes grandes-mères disaient toujours, on est dans la fin du monde. Mais le monde continue de tourner. Je suis optimiste. Je me dis, chaque génération a dans son ventre la solution à ses problèmes. Les enfants de maintenant sont plus rapides que nous. Ils vont très vite. Ils ont plus de capacités que nous autres. C'est vraiment l'évolution normale. C'est vrai qu'on s'inquiète parce que avec le réchauffement climatique et autres, mais je suis convaincue qu'ils vont trouver la solution. Même si nous, on n'est plus là, il y aura encore des solutions pour toujours nous tirer d'affaire. Non, je n'ai pas de doute. Je suis un faux optimiste. Forcément, la solution viendra. Et ça viendra de nous-mêmes. Nous-mêmes, peuple d'Afrique, peuple du monde, parce qu'on s'est dit, on a une carte à jouer et on va la jouer. Quelles que soient les générations. Ça va passer, mais le monde va demeurer. En tout cas, mon vœu est que vous soyez encore parmi nous le plus longtemps possible, parce que je pense que vous avez encore à apporter, notamment à la jeunesse. Et d'ailleurs, quel conseil donnerez-vous de façon générale à la jeunesse? Ah, le grand conseil, c'est de dire quoi? Parce qu'il y a beaucoup qui cèdent aujourd'hui à la facilité. Aujourd'hui, rien n'est facile, rien ne s'acquiert de manière facile. Même se lever pour manger, c'est un effort. Même quand on te sert à manger, il faut bien lever la main, prendre la fourchette et puis manger. On ne mettra pas la nourriture dans la bouche. C'est surtout cet esprit de combativité-là que je voudrais que la jeunesse là ait ça. Il faut qu'ils se disent qu'il y a quelque chose à faire. Ils sont, je dirais, je leur disais quand je parle dans les écoles, je dis, vous savez, vous les enfants d'Afrique, vous n'êtes pas les moins intelligents de la planète. Bien au contraire, vous avez les mêmes réactions que les enfants d'ailleurs. Mais la fracture se fait à un moment donné et cette fracture, c'est au moment où la paresse s'introduit dans vos actes, où vous ne durez pas dans l'effort. Or, c'est en durant dans l'effort qu'on a les meilleurs résultats. Et donc, c'est dire aux enfants, prenez votre destin en charge, prenez cela en main. Mais avec, dites-vous que j'ai une capacité à faire et à montrer, et cette capacité ne peut pas se faire sans effort. Vraiment, mettez-vous au travail et c'est sûr que nous, Africains, on sera très heureux si vous prenez conscience de cela. C'est vraiment ce grand conseil-là que je leur donne. D'accord. Merci, très bien. Ben, écoutez, on arrive à la fin donc, de cet entretien.
moi, j'ai été très ravi de m'entretenir avec vous et ça a été très riche en informations, en réflexion également. Une fois de plus, merci beaucoup, Madame Mawa Bakaïso, pour cet entretien que vous avez accordé. D'accord. C'est moi qui vous remercie. Non, vous le méritez parce que, comme je le dis, hein, nous avons reçu de vous de nombreux ouvrages, enfin quasiment l'ensemble de vos textes, et je ne manquerai pas on n'arrête pas d'en parler, de montrer en tout cas ici là. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Déjà, par rapport à votre action au sein, par rapport à l'UNESCO et votre rôle d'ambassadeur, déjà, que vous faites. C'est ça. Merci aussi de continuer encore à nous produire des ouvrages. Et puis, le rêve pour nous, c'est cet ouvrage d'expression africaine également, que vous acceptez de relever, donc vous acceptez de relever, je ne vais pas dire le défi, puisque c'est votre langue maternelle. Ça sera tout, pas à fait. Tout à fait. Très bien. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et encore merci de nous avoir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.